Hello and welcome to another episode of India and Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Chandran Nair. Chandran est citoyen malaisien, mais vit à Hong Kong depuis plus de 25 ans et a beaucoup voyagé en Chine. Il est également le fondateur du Global Institute for Tomorrow et un penseur de premier plan sur la durabilité, la gouvernance mondiale et les limites des modèles de développement occidentaux. Il est l'auteur de The Sustainable State et une voix influente qui soutient que les nations asiatiques doivent tracer leur propre voie en donnant la priorité au bien-être social et aux limites écologiques, plutôt qu'à une croissance de type occidental fondée sur la consommation. Chandran vient de co-publier son ouvrage Understanding China, Governance, Socioeconomics, Global Influence. Et aujourd'hui, nous allons discuter de son travail principalement dans le cadre de la compréhension de la Chine. Chandran, bienvenue dans India and the Global Left. Chandran, welcome to India and Global Left. Jyotish, merci de m'avoir invité. C'est un véritable honneur, un privilège. Merci. I think maybe a good way to start. Je pense qu'une bonne façon de commencer serait de vous entendre un peu sur les raisons qui vous ont poussé à écrire le livre « Comprendre la Chine en ce moment ». Nous avons parlé de la Chine dans le contexte des craintes croissantes de guerre économique, du soi-disant miracle économique chinois, des défis internes auxquels la Chine est confrontée, et ainsi de suite. Mais je suis curieux de connaître vos réflexions sur ce qui a motivé l'écriture de ce livre. Merci. Merci beaucoup, Jyotish, de m'avoir invité. Et cette question est peut-être un bon point de départ. Vous savez, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à la géopolitique, je m'y suis intéressé, même si je ne suis pas un expert géopolitique à proprement parler, mais j'ai toujours été passionné par le développement, ayant vécu en Afrique, entre autres. Quand je suis arrivé à Hong Kong il y a plus de 25 ans, j'ai découvert une Chine très différente de celle d'aujourd'hui. J'ai suivi cette évolution en observant. Mais en même temps, vous savez, des gens comme nous lisent les médias internationaux dominants, ce qui est tout un autre sujet, sur les raisons pour lesquelles nous tirons toutes nos informations de ces sources. Mais j'aime penser que je me suis désormais libéré de ce travers. Et donc, nous avons une vision plus diversifiée, mais cela fait partie de notre éducation, de notre héritage colonial, et ainsi de suite. Ce qui m'a particulièrement frappé, surtout en remontant à une dizaine d'années, c'est la différence entre ce que je voyais en Chine et ce que je lisais dans les journaux, en particulier dans les médias grand public. J'avais beaucoup de foi en cette idée d'une presse libérale honnête, que les journalistes rapportent les faits, que le journalisme est censé nous informer. Mais j'en suis venu à la conclusion qu'il existait un profond décalage entre ce que je voyais et ce qui était rapporté. En étant en première ligne à Hong Kong et ailleurs, j'ai commencé à remettre cela en question. Mais j'ai fini par comprendre que des gens comme moi avaient été conditionnés à croire que tout ce que je lisais dans les médias occidentaux grand public devait être vrai, ou que tout ce que j'entendais sur la BBC, CNN ou CNBC devait être vrai. Et une fois que j'ai remis cela en question et que j'ai commencé à examiner les choses par moi-même, et bien sûr à vérifier sur le terrain ce que je voyais, il m'est devenu très clair qu'il existait un effort concerté pour, disons, ne pas décrire la Chine avec exactitude. Et il y a beaucoup d'autres pays dans le monde, mais comme je suis proche de la Chine et que la Chine était diabolisée, il était évident que quelque chose se passait. J'ai donc commencé à écrire quelques articles en posant des questions du genre « La Chine ne peut pas être entièrement mauvaise. Il doit bien y avoir des aspects positifs. »
Peut-on en entendre parler? Des choses de ce genre. Et il a donné des exemples. Donc, au fil du temps, il y a environ 2 ou 3 ans, je suis devenu membre du Club de Rome. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est un ancien groupe de réflexion bien établi. Quelques-uns d'entre nous, plus favorables à un monde multipolaire et à une compréhension plus nuancée de ce qui se passe, plutôt qu'à une position géopolitique polarisée de type guerre froide, ont formé le Club of Long China. Nous avons décidé que l'une de nos missions serait d'expliquer la Chine. Et j'ai pris la responsabilité d'écrire ce premier livre. Étant donné que j'étais déjà plongé, en tant que non-chinois vivant en Chine, dans cette situation très étrange où je voyais certaines choses de mes propres yeux, puis je les lisais dans mes soi-disant magazines ou journaux internationaux préférés, et je les trouvais décrites de manière très différente. Donc j'ai pensé, après que nous ayons écrit ce livre pour le Club de Rome, que durant les 18 derniers mois, nous devrions trouver un éditeur international pour le publier, car il est essentiel que les gens comprennent. Et permettez-moi de conclure ma réponse à votre remarque en disant que la plupart des livres, soit critiques, soit font l'éloge. Vous savez, il y a le camp anti-Chine, et puis il y a le camp plutôt pro-Pékin. Ce livre ne cherche à être ni l'un ni l'autre. Il ne vise pas à critiquer, et il y en a déjà beaucoup chaque jour. Vous pouvez ouvrir le journal aujourd'hui et lire que l'incendie à Hong Kong, l'incendie catastrophique, serait apparemment la faute de la Chine. Donc parce qu'il ne critique pas, certains le verront comme pro-Chine. C'est passer à côté du sujet. Le livre expose les faits, les enjeux et les observations de ma part et de celles d'autres membres du Club de Rome Chine, et laisse le lecteur décider. Il ne cherche pas à vous dire ou à vous convaincre d'aimer ou de ne pas aimer la Chine. Il vous encourage à regarder, à examiner les faits, à analyser les données et à tirer vos propres conclusions. L'espoir est que les gens comprendront mieux la Chine, quel que soit leur point de vue, mais qu'ils en viendront aussi à la conclusion qu'il existe bien plus de nuances dans la compréhension de la Chine que ce qui est présenté dans les médias grand public. Je reconnais que la plupart de ce que les gens entendent sur la Chine, malheureusement, dans les médias traditionnels, n'est pas équilibré, et nous essayons d'offrir une vision équilibrée. C'est ainsi qu'est né le livre. En parlant de la propagande des médias grand public à propos de la Chine, et aussi des faits, deux des points que vous venez de mentionner m'amènent à revenir sur une donnée issue de votre livre. Vous notez qu'environ 3,4 personnes sur 4 perçoivent favorablement le gouvernement central en Chine. Et lorsqu'il s'agit des gouvernements locaux, les chiffres sont très proches, autour de 2,8, 2,9, voire 3. Pourtant, les médias occidentaux dominants présentent souvent le système politique chinois comme autoritaire ou totalitaire, comme s'il n'avait aucune légitimité, alors que les chiffres suggèrent tout le contraire. Donc, si vous pouviez expliquer à nos téléspectateurs comment vous interprétez ce niveau remarquable de légitimité dont jouit le gouvernement chinois auprès de ses citoyens, surtout à une époque où la légitimité des gouvernements, en particulier en Occident, mais aussi dans une grande partie du Sud global, n'est pas très élevée. Oui, non. C'est un point très, très important. Mais laissez-moi me concentrer sur le point que vous soulevez à propos de la légitimité. D'accord? Alors, qu'est-ce que la légitimité? Dans le discours occidental, disons néolibéral, la légitimité signifie que nous avons un processus démocratique. Quelqu'un est élu ou un parti l'est, et donc il est légitime. Si l'on regarde les États-Unis aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas les politiques de l'administration actuelle, mais ils diraient tout de même que cette administration est légitime. En Europe, je pense que le point que vous souleviez était qu'ils ne sont peut-être pas populaires, mais qu'ils diraient « nous sommes légitimes ». Si l'on regarde le Royaume-Uni,
Je ne sais pas combien de premiers ministres ils ont eu au cours des 5 dernières années. J'ai perdu le compte. Mais l'actuel occupant de Downing Street est extrêmement impopulaire et semble perdre du soutien dans les sondages. Cependant, il est légitime du point de vue du processus politique. Donc dans le contexte chinois, je ne pense pas que la question soit celle de la légitimité. C'est essentiellement une question de respect des promesses, d'amélioration de la qualité de vie, de la sécurité et d'aide à la compréhension des complexités du pays dans lequel les gens vivent. Et cela donne ensuite lieu au type de soutien que l'on observe dans ces chiffres, 3 sur 4, et ainsi de suite. Je veux dire, je pense qu'il existe des enquêtes menées indépendamment par des organisations internationales qui ont montré que, s'il y avait des élections, le Parti communiste chinois l'emporterait haut la main. On pourrait dire qu'il n'y a pas assez d'opposition, et c'est vrai, mais c'est pas ainsi qu'il faut envisager le système chinois. Ils sont extrêmement populaires. Donc, pour te paraphraser là-bas, la légitimité repose sur les résultats. Le point que j'essaie de souligner, c'est que c'est aussi sur cette base que Singapour a été fortement critiqué à l'origine, en particulier Lee Kuan Yew, accusé d'être un dictateur dans les années 1970, 1980 et 1990. Mais il avait une légitimité dans la mesure où il existait un processus électoral et elle était reconnue parce qu'il était intransigeant dans son engagement à développer le pays. Puis il a été accusé d'être un dictateur, et il y a eu d'autres arguments selon lesquels l'opposition était faible, et tout cela. Le système chinois, cependant, en termes de légitimité, repose sur la capacité à obtenir des résultats et sur un engagement communautaire envers ces résultats. Si cela commence à échouer, la population commence à exprimer son mécontentement de manières qui ne sont pas bien comprises, ni même reconnues, par les médias occidentaux dominants. Car, selon leur point de vue, il devrait y avoir une révolution, tout devrait être détruit et un nouveau système mis en place. Mais ce n'est pas ainsi que ce système fonctionne. Et cela n'a jamais fonctionné de cette manière, sauf lorsque dans des époques antérieures, des bouleversements ont été déclenchés par toute une série d'autres facteurs. Ainsi, la question de la légitimité ou de l'acceptation et du soutien du gouvernement en Chine par la majorité de la population tient au fait que leurs conditions de vie se sont remarquablement améliorées au cours des 30 ou 40 dernières années. Un autre point que je soulignerai est que les Chinois comprennent également leur pays et leur histoire. Ils savent ce qui s'est passé, ils chérissent la paix, et ils savent que perturber ce qui est, dans l'ensemble, un bon système qui a fonctionné pour eux, bien qu'imparfait, comme ils le comprennent tous, serait imprudent. Les gens critiquent le système. Ils ne finissent pas tous en prison d'ailleurs, contrairement à ce qu'on simplifie souvent. J'ai assisté à des réunions de village où les gens se montrent très critiques envers le gouvernement, le parti, le chef, et ainsi de suite, et ils demandent des changements. Mais ils comprennent aussi que le chaos n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ils travaillent donc à l'intérieur du système, et cela relève aussi d'une compréhension civilisationnelle de celui-ci. Et j'ajouterai encore une chose. Au cœur de l'économie politique chinoise et de son approche civilisationnelle de la gouvernance se trouve la question de la méritocratie, qui constitue un trait culturel. À l'Institut Global de demain, nous avons d'ailleurs récemment organisé un webinaire sur ce sujet, l'idée qu'un élément clé de l'économie politique est la méritocratie, et que cela remonte à 2000 ans. Il faut prouver que l'on est à la hauteur. Si vous allez dans la plupart des endroits en Chine, et je suis sûr que vous l'avez remarqué, vous pouvez visiter de petites villes dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, avec des populations de 2 à 3 millions d'habitants. Vous pouvez y rencontrer le maire et le vice-maire, qui auront la quarantaine, avec des doubles diplômes, très compétents, très instruits,
et pas simplement des membres d'un système politique obsolète. Ils doivent faire preuve chaque jour de la semaine, avec des indicateurs de performance à l'appui. C'est une bonne manière, un bon point, d'aborder une question que j'avais pour vous à propos de la bureaucratie chinoise elle-même. On a beaucoup parlé, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, de l'efficacité de la bureaucratie chinoise. Nous avons vu une vaste campagne anticorruption en Chine visant à éliminer certaines inefficacités, et une grande partie de cette initiative a été très populaire, en particulier parmi les personnes relativement plus modestes. Pouvez-vous nous dire un peu ce que vous pensez de ce qui a rendu la bureaucratie chinoise relativement plus efficace que ce que nous avons observé ailleurs, notamment dans le contexte de l'adaptation aux réformes du marché, de sa relation avec la classe des affaires, tout en tenant les promesses sociales qui sont si essentielles à la bureaucratie? Je pense que ça serait éclairant pour beaucoup de nos téléspectateurs. C'est une bonne question. Je pense que pour comprendre cela, il faut revenir à ce que j'ai mentionné, que la méritocratie et le travail acharné sont valorisés et respectés en Chine, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que je prétends qu'il n'y a pas de personnes qui enfreignent les règles, comme dans toute société. Mais dans le système de gouvernance, la légitimité de toute institution, qu'il s'agisse du niveau villageois, communal ou provincial, est étroitement liée à la question suivante. Avez-vous obtenu des résultats? Avez-vous fait ce que vous étiez censé faire? Et lié à cela, il y a aussi, pouvez-vous faire le travail? Êtes-vous qualifié? Vous n'êtes pas simplement une personne élue qui arrive en disant « Eh bien, je pense que je peux faire le travail ». Et nous avons tous vu aux États-Unis des personnes élues, très populaires, etc., mais dont il est discutable qu'elles aient réellement été aptes à être présidentes d'un pays, en particulier d'un pays ayant un tel impact mondial, où la politique intérieure peut conduire à des décisions qui affectent des populations dans le monde entier. Ainsi, le système chinois respecte et valorise le travail acharné, et du côté du gouvernement, l'engagement envers la société et la communauté, est très important, la capacité à accomplir le travail. Je pense que ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, voire un peu plus tôt, c'est que les premières années ont été une période de lutte, avec toutes les réformes et la transition vers une économie de marché, et ainsi de suite. Je pense que les facteurs derrière l'ascension de la Chine ne sont pas seulement économiques. Il y en a beaucoup d'autres. Je vais simplement en évoquer quelques-uns. On a fondamentalement compris qu'il dépendait entièrement de la capacité à chaque niveau de transmettre la compétence. J'en parle dans mon livre « L'état durable ». Peu importe le nom qu'on lui donne, ce qui compte, c'est la compétence. Et cette capacité doit être construite à travers tout le système. Ainsi, les facteurs derrière l'ascension de la Chine, beaucoup de gens les connaissent peut-être déjà, mais pour n'en citer que quelques-uns, les réformes ont commencé avec l'idée que la productivité devait être au cœur de la réforme économique, n'est-ce pas? Donc, des réformes économiques axées sur la productivité. Ils ont ensuite compris que, pour y parvenir, il fallait un investissement massif dans les infrastructures. Et cela n'est pas possible sans des institutions et des dirigeants très compétents à tous les niveaux. Il y avait également une compréhension profonde, remontant à 20 ou 30 ans, de la nécessité d'une recherche technique, stratégique et intensive, qui a développé des compétences non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan administratif, car, dans un grand pays comme celui-là, il faut les deux. Cela a, à son tour, nourri les institutions d'enseignement, produisant des centaines de milliers de fonctionnaires très confiants, compétents et travailleurs qui ont intégré le système.
Et de manière très caractéristique, il y a cet engagement envers la communauté, l'esprit communautaire profondément ancré dans la civilisation elle-même. Le plus grand compliment que l'on puisse faire à un Chinois, je pense, c'est de dire qu'il sert la société, une sorte d'approche collective, de société civile vis-à-vis du travail. Et puis, je pense que l'autre aspect, c'est l'engagement envers la planification politique à long terme. Inutile de vous dire qu'on ne peut pas comparer cela à ce qui se passe aux États-Unis, où la notion de long terme a disparu à cause des intérêts particuliers liés à la politique à court terme. Ainsi, la planification politique à long terme permet d'investir dans la construction de tout cela et dans la formation de centaines de milliers de fonctionnaires extrêmement compétents. Servir la société à travers la fonction publique est considéré comme une profession extrêmement noble en Chine. Ce sont ces éléments, je dirais, qui contribuent à développer toute cette culture de compétence, de méritocratie et de professionnalisme axée sur les résultats au sein du gouvernement chinois. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de responsables corrompus ou incompétents, mais comme vous l'avez vu et entendu, il y a un engagement fort à éliminer l'incompétence et la corruption. Comme dans chaque pays, cela persiste encore par endroits, mais d'après ma propre expérience, et je pourrais donner de nombreux exemples, bien que nous n'ayons pas le temps, cette lutte contre la corruption et l'incompétence dans l'administration publique a atteint même les régions les plus rurales de Chine. Vous avez également abordé brièvement la question de la société civile dans votre livre. Vous avez soulevé le fait qu'une grande partie du discours occidental sur la Chine affirme qu'elle manque de société civile. Bien sûr, à un certain niveau, c'est une incompréhension. La société civile n'a pas nécessairement besoin d'être complètement indépendante de l'État. Cette hypothèse implique que toute initiative de la société civile en collaboration avec des responsables de l'État ne serait pas considérée comme une véritable société civile. J'ai trouvé votre discussion sur l'écologisme, la libération des genres et des sexualités, en particulier au Sichuan, mais aussi ailleurs, ainsi que sur l'individualisme, très frappante dans le contexte plus large de votre réflexion sur la société civile chinoise. Donc, si vous pouviez exposer ce que vous considérez comme le cadre adéquat pour appréhender la société civile chinoise, ce serait très utile. Je pense que, enfin, la société civile, oui. Et je voulais simplement commencer par quelque chose que vous avez dit à propos des formes d'expression des gens, etc. Si vous suivez certaines choses sur les réseaux sociaux, en Chine, WeChat, TikTok et d'autres plateformes, certaines des modes les plus intéressantes et les plus audacieuses que j'ai jamais vues viennent de Chine. Je veux dire, quelles expressions? Ce n'est pas une question de nudité, ni de montrer ses fesses, mais de formes d'expression complètes. J'encourage toute personne intéressée par la mode à aller voir ce qui s'y passe, même dans les petites villes, comment les gens s'expriment, tout en embrassant leur contexte historique et l'endroit où ils vivent, etc. C'est un peu comme, vous savez, quand on voyait, pour ceux que ça intéressait, les modes extravagantes venues du Japon dans les années 80 et 90, certainement parmi les choses les plus cool. Je dirais qu'aujourd'hui, certaines des choses les plus intéressantes que l'on puisse trouver en matière de ce type d'expression se passent en réalité en Chine. Maintenant, en ce qui concerne la société civile, comme vous l'avez justement souligné, dans un monde imprégné du canon occidental de la pensée sur ce qu'est la société civile, les choses paraissent différentes. En Chine, un pays si vaste, le gouvernement cherche à tirer parti de la société civile, et la société civile cherche à tirer parti du gouvernement, car le pays est immense. Les villes sont gigantesques, mais les villages sont isolés. Ce n'est donc pas vraiment le même état d'esprit. Et c'est un grand piège dans lequel, malheureusement,
de nombreux commentateurs occidentaux et groupes de la société civile tombent. Ils s'attendent à ce que d'autres sociétés aient les mêmes principes d'organisation qu'eux. Je déteste le dire, mais c'est le comble de l'arrogance. Les autres sociétés s'organisent différemment. Une approche coopérative, à mon avis, et je pense que vous serez d'accord, dans nos pays et dans le monde d'aujourd'hui, vous savez, on allume un feu et il peut devenir incontrôlable. Nous l'avons vu lors des soi-disant printemps arabes, où des révolutionnaires de salon, installés dans des pays riches, incitaient les gens à descendre dans la rue, et les conséquences ont été désastreuses. Je pense que les Chinois comprennent cela, tant du côté de la société civile que du gouvernement. Donc ils travaillent en quelque sorte ensemble. Les Chinois sont également extrêmement conscients, et, vous savez, l'histoire moderne est parsemée de groupes de la société civile venus de l'Occident, dont beaucoup que j'admire d'ailleurs, mais qui ont aussi été utilisés par des gouvernements pour infiltrer et créer des troubles sociaux. Je sais que le gouvernement indien est extrêmement sensible à ces questions, etc. Ainsi, en Chine, l'objectif principal est de travailler ensemble. Je connais un membre d'un grand groupe de la société civile axé sur l'environnement et la biodiversité. Il bénéficiait du plein soutien du gouvernement et a été le premier à intenter des procès, des cas tests devant les tribunaux, contre de grandes entreprises chinoises qui polluaient l'environnement, remontant à 20 ans en arrière. Je connais un autre groupe qui a été créé comme le premier indépendant, soutenu par le gouvernement, mais fonctionnant de manière autonome, pour commencer à surveiller la pollution de l'air autour des villes. Et vous savez, il y a 20 ans, avec la technologie rudimentaire dont nous disposions alors, ils ont permis au gouvernement d'apprendre d'eux sur la télédétection et sur la manière de faire tout cela, et même d'impliquer le public. Aujourd'hui, ce groupe de la société civile est extrêmement connu et son fondateur est très respecté. Et c'est ainsi que cela fonctionne en Chine. Je pense que si je me place dans une perspective libérale occidentale, je dirais que ce que le gouvernement chinois ne tolère pas, c'est lorsque la société civile est perçue simplement comme un mécanisme de protestation et de plaidoyer contre ce que l'on n'aime pas. Ce qui, dans certaines sociétés, a clairement sa place. Dans d'autres, cela peut être exploité, et le gouvernement chinois ne le permet pas. Est-ce que ça convient à tout le monde? Non. Mais la majorité des Chinois y voient l'équilibre avec lequel ils doivent vivre, et ils utilisent le système de manière efficace pour provoquer des changements. Et soyons très clairs, il n'est pas largement reconnu que les améliorations environnementales en Chine comptent parmi les plus rapides qu'un pays ait réalisées au cours des 20 dernières années. Et il est naïf de penser que le gouvernement chinois a accompli cela tout seul. Non, il ne l'a pas fait. Il l'a fait avec la société civile. Mais la société civile, et j'en parle dans mon livre « L'État durable », n'est pas nécessairement constituée de groupes organisés. Ce sont des mouvements de personnes. Et je connais de petites villes, notamment dans la région du Sichuan, dans les hauts plateaux tibétains et ailleurs, qui étaient extrêmement désordonnées et insalubres il y a seulement 15 ans. Aujourd'hui, il y a des toilettes partout, les eaux de surface sont propres et il n'y a plus de déchets. Des centaines de milliers d'arbres ont été plantés. Et ce ne sont pas des soldats de l'APL ni des travailleurs envoyés par Pékin qui les ont plantés. Ils l'ont été par des monastères, des temples et des communautés locales unissant leurs efforts avec le soutien du gouvernement. Ainsi, les réalisations de la Chine, notamment dans les domaines de l'environnement, des énergies renouvelables et ainsi de suite, ont souvent été saluées. La société civile en Chine, bien qu'elle ne soit pas définie selon la conception occidentale classique, y a joué un rôle déterminant. Mais tout le monde ne peut pas être satisfait, car vous savez,
si l'on s'intéresse à la société civile, c'est souvent parce qu'on a de grandes attentes. Et donc les gens essayent de travailler ensemble. J'espère que cela répond à votre question sur son fonctionnement. L'environnement en particulier, les efforts du gouvernement chinois pour diffuser l'idée qu'il existe non seulement une responsabilité écologique nationale, mais aussi mondiale en matière d'émissions, etc., ont aidé la société civile à approfondir ses actions dans le développement communautaire par le reboisement, ainsi qu'à inciter les dirigeants d'entreprises à investir dans les technologies de réduction du carbone, et ainsi de suite. Je suis curieux de connaître votre opinion sur les ONG en tant que partie intégrante de la société civile. D'un côté, nous avons observé une expansion considérable des ONG en Chine depuis, disons, les années 1990, et le gouvernement collabore avec elles, notamment au niveau local. Elle collabore très étroitement avec de nombreuses ONG dans les domaines de la libération des genres, de l'environnement, et ainsi de suite. D'un autre côté, à l'échelle mondiale, nous avons vu des ONG utilisées comme organisations de façade occidentale pour soutenir des révolutions de couleur. Et dans des villes comme Pékin, on trouve des responsables aux positions fermes qui pourraient percevoir chaque initiative, disons, d'activistes LGBTQ+, comme un relais d'organisation occidentale, ce qui bien sûr n'est pas vrai. Dans ce contexte, comment voyez-vous l'État parti chinois parvenir à canaliser l'énergie positive des ONG tout en repoussant les organisations de façade occidentales? Je pense que c'est là que le système en Chine a été mis en place, afin que ceux qui sont attirés par ces questions et ces causes et qui sont des militants soient bien imprégnés de la compréhension des limites. Maintenant, les médias traditionnels diraient « Oh, ils ont peur ». Non, ils respectent leurs limites, n'est-ce pas? Et ils comprennent que ces limites peuvent évoluer avec le temps. Et beaucoup ont évolué parce qu'ils ont travaillé de manière proactive avec le gouvernement. Je veux dire, Mudiyar Jyotishman, vous venez d'Inde. L'Inde a probablement le plus grand nombre d'ONG par centimètre carré au monde, n'est-ce pas? Des personnes extrêmement dévouées, de bonne volonté, travaillant sans relâche pour l'intérêt public et le bien commun. Mais l'Inde n'a pas autant progressé. Et en partie, c'est pas parce que le gouvernement est négligent, mais parce qu'il n'a pas encore trouvé la bonne formule pour son pays, compte tenu des cycles politiques. Vous savez, un gouvernement arrive et n'aime pas ce genre de sujet, et ainsi de suite. Donc vous avez mentionné la communauté LGBTQ. Je veux dire, il existe une communauté LGBTQ active dans tous les pays, dans toutes les villes de Chine. Mais les Chinois ne veulent pas que d'autres viennent leur dire « Vous savez, soyez politiquement actifs ». C'est un peu comme lorsque les gens disent qu'il y a une répression religieuse en Chine. Je suis allé dans certaines régions de Chine, je viens de Malaisie, comme vous l'avez dit, et je dis à mes amis malaisiens qu'il y a des endroits dans le Gansu où j'ai voyagé, et en 1 heure, j'ai vu plus de mosquées que dans toute la Malaisie. Mais le système chinois, que cela vous plaise ou non, et je pense que la plupart des gens qui le comprennent seraient d'accord, dit « Vous pouvez prier, vous pouvez suivre vos croyances, mais s'il vous plaît, ne mêlez pas la religion politique à l'espace public. » C'est leur règle, n'est-ce pas? Et j'ai envoyé à des amis des vidéos de rupture du jeûne dans de grandes villes chinoises pendant le Ramadan, et ils ont été stupéfaits par l'ampleur de ces événements. Donc je pense qu'il est important de comprendre ceci. Ils connaissent les limites, puis ils travaillent ensemble. Les ONG les plus performantes que je connaisse, et j'ai travaillé avec des ONG dans le monde entier, j'ai constaté que les ONG chinoises obtiennent bien plus de succès que celles d'autres pays. Dans mon propre pays, la grande question de conservation aujourd'hui est « Comment sauver le tigre ?»
Et l'Inde a poursuivi, comme vous le savez, un grand succès dans la sauvegarde du tigre. Pourquoi? Parce que la société civile, les communautés rurales et le gouvernement travaillent ensemble. Là-bas, ils ont trouvé une formule. C'est une réussite immense reconnue dans le monde entier, vous le savez mieux que moi. Mon pays, lui, ne fonctionne pas, car les ONG y sont petites et dispersées. Et lorsque certaines ONG internationales sont intervenues, elles ont utilisé des tactiques que je dois dire, je trouve, certes expressives et conflictuelles. Mais qu'est-ce que ça provoque? Cela rebute notre gouvernement et notre population, et par conséquent, cela ne fonctionne pas. Mais en Chine, en particulier en ce qui concerne la biodiversité, et dans les zones de haute altitude, les prairies et les montagnes, les efforts de certaines ONG ont été incroyablement fructueux, notamment pour sauver le léopard des neiges et protéger la faune des prairies, ainsi que certaines espèces de flore. Là-bas, les ONG ont travaillé efficacement, car il s'agit de vastes territoires, et elles ont bénéficié du soutien du gouvernement, ainsi que de la participation des communautés locales, autochtones et nomades, y compris parmi les Tibétains, et elles ont obtenu de véritables résultats. Pour moi, la prise de conscience a été que l'ampleur des efforts nécessaires signifie qu'on ne peut pas simplement se contenter de crier et de plaider pour le changement. Vous devez travailler avec un partenaire. Et si vous parvenez à trouver la clé pour collaborer avec le gouvernement, alors vous atteignez vos objectifs, car ils sont alignés. Donc, comme je l'ai dit, pour revenir à la question LGBTQ, j'ai fréquenté certains clubs assez déjantés à Pékin et à Shanghai où tout se passe au grand jour. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre des responsables chinois, ce n'est pas politique, c'est acceptable. Le problème, c'est lorsque les médias s'en servent pour critiquer la Chine. Alors, à tort ou à raison, la réaction chinoise semble parfois jeter de l'huile sur le feu, si je puis dire. Mais c'est un peu comme en Inde, non? Les Indiens plus conservateurs ne veulent pas que tu parles du sujet, n'est-ce pas? C'est la vision conservatrice. Mais les médias occidentaux peuvent donner l'impression que, mon Dieu, tout le monde est opprimé. De toute évidence, certaines personnes subissent beaucoup de pression pour ne pas se révéler, ce qui n'est pas bien, n'est-ce pas? Enfin, tu vois. Mais ensuite, déformer la réalité, je ne pense pas que cela serve ni l'un ni l'autre camp, ni la question elle-même, ni les personnes qui estiment être maltraitées ou empêchées d'exprimer ouvertement leurs opinions ou leurs préférences. Déplaçons un peu la conversation vers le succès économique qu'a connu la Chine, car une grande partie de ce dont nous avons parlé, qu'il s'agisse de popularité ou de légitimité, selon la manière dont on veut le voir, s'est concentrée sur la capacité à produire du succès économique, en particulier durant les années post-réforme. Beaucoup d'éléments viennent à l'esprit lorsqu'on pense au succès économique de la Chine. L'introduction prudente et stratégique d'acteurs privés et d'éléments de marché dans l'ancienne économie socialiste. Le rôle de la décentralisation, c'est-à-dire la responsabilité considérable des gouvernements locaux dans la mobilisation des ressources. Et, plus récemment, les investissements massifs dans les infrastructures, ainsi que les énormes investissements publics et privés dans le travail et la technologie. Mais si vous pouviez nous donner, pas forcément une réponse concise, mais plutôt un cadre ou une image permettant de comprendre ce succès économique, comment le conceptualiseriez-vous? Oui, donc je devrais d'abord préciser que toute réponse que je donne repose sur ma propre expérience vécue de mes voyages en Chine. C'était très pauvre. La première fois que je suis allé à Pékin, il n'y avait pas de voiture neuve. La plupart des gens se déplaçaient à vélo et tout le monde portait un costume Mao. J'ai séjourné à l'hôtel de Pékin, juste sur la place Tiananmen. Et, vous savez, on ne vous donnait pas de clé pour votre porte.
quelqu'un l'ouvrait pour vous, et ainsi de suite. Donc, c'était très pauvre. À partir de cette expérience, j'aime penser que je suis maintenant assez bien versé dans les fondamentaux économiques soviétiques, et j'ai un point de vue différent de celui des théories libérales du libre marché dominante, que la plupart des gens, je crois, comprennent désormais aussi, qu'il existe différentes formules pour différents pays. Mon point principal serait que ce qui a réellement ouvert le pays et provoqué ce bond, c'était essentiellement des dépenses publiques très fortes et substantielles, n'est-ce pas? Cela reposait sur une politique monétaire qui ne dépendait pas uniquement des investissements directs étrangers, car la Chine est un pays très vaste, donc des dépenses publiques substantielles. Et cela a commencé, du moins selon mes observations, en veillant à ce que les grandes villes commencent à fonctionner de manière à libérer la productivité économique. Vous savez, si vous voulez que les gens travaillent dur, qu'ils libèrent leur potentiel, et que vous souhaitez que les usines et les moyens de production s'améliorent, il faut investir publiquement. Il faut des dépenses publiques substantielles. Ce qui s'est également passé, bien sûr, c'est que la Chine a accueilli le monde. Et je sais que les Américains plus conservateurs ont tendance à penser qu'ils ont rendu service à la Chine. On pourrait dire que c'était aussi l'inverse, n'est-ce pas? Mais la Chine a embrassé le monde. Ce qui est très important, c'est qu'elle a ensuite compris et intégré l'intégration des chaînes d'approvisionnement mondiales dans l'économie chinoise. Elle ne s'est pas contentée de faire cavalier seul. Elle a compris comment fonctionnait le monde. Ça a pris pas mal de temps, mais elle a été plus rapide que la plupart pour le comprendre. Et elle a compris que son avantage concurrentiel résidait dans l'échelle et la main-d'œuvre bon marché, entre autres. C'était très important. Et ensuite, elle a également commencé à développer des liens très solides avec de nombreux pays en développement, y établissant une présence. La participation à l'initiative des nouvelles routes de la soie faisait aussi partie de tout cela. Les réformes institutionnelles étaient au cœur du processus. Au début, il s'agissait des réformes institutionnelles des entreprises publiques. Je pense donc que la transformation économique de la Chine a été dirigée par l'État, car à ce stade précoce, il fallait une vision à long terme. Mais ensuite, le système chinois l'a essentiellement diffusé à tous les niveaux. Au niveau provincial, ce n'était pas Pékin qui dictait en disant « vous devez construire cette route » ou « vous devez faire cela ». Il y avait presque une forme de concurrence entre les provinces pour obtenir le soutien de l'État. Et cela s'est ensuite répercuté sur les municipalités et les villes. Donc c'est en quelque sorte une libération générale. L'autre chose que je dirais, en particulier en ce qui concerne l'explosion technologique qui a également propulsé tout cela, c'est la capacité des Chinois à adopter les nouveautés. Ils ne se sont pas contentés de tout fermer. J'ai parlé à l'un des principaux commentateurs chinois, il y a tout juste un mois, de ce que la Chine fera pour maîtriser la menace potentielle de l'IA. Vous savez, parce que nous avons tous peur de ce qui pourrait arriver malgré sa puissance. Mais nous savons tous, si nous sommes honnêtes, qu'elle comporte d'énormes risques. Et je pense que, comme vous le savez, beaucoup des pères et mères fondateurs de l'IA mettent en garde les gouvernements, mais personne n'y prête attention. Alors je lui ai demandé, et il m'a dit, « Oh, nous sommes extrêmement conscients des menaces, mais notre approche n'est pas de tout arrêter. » Notre approche consiste à l'adopter et à voir où cela nous mène. Mais en même temps, nous avons suffisamment de freins et contrepoids dans le système pour que les entrepreneurs, les personnes à la pointe de la technologie, sachent quelles sont les limites. Et cela, je l'ai trouvé très intéressant. Ils savent que s'ils vont trop loin, s'ils enfreignent ou testent le système, ils en ressentiront les répercussions de l'État. Cela, je l'ai trouvé très intéressant.
Il est également intéressant pour moi qu'il y a environ 6 mois, j'ai été invité à une conférence de travail à huis clos d'une journée avec certaines des principales entreprises technologiques de Chine. Tout se déroulait en chinois. Je pense que j'étais l'un des 3 étrangers présents et j'avais un traducteur devant moi. J'étais vraiment curieux de la façon dont ils parlaient de la technologie, pas simplement du point de vue de la recherche de profit. Oui, Rose aux États-Unis. Si vous alliez aux États-Unis, la discussion portait surtout sur les valorisations et sur tel ou tel capital risqueur. Il n'était pas question de lever des fonds. Le sujet, c'était l'application de l'IA à des problèmes complexes. J'ai trouvé cela très intéressant. Les problèmes complexes concernaient généralement l'application de l'IA aux enjeux industriels, l'amélioration des méthodes de travail. Mais il ne s'agissait pas non plus de remplacer les gens. C'était intéressant. J'ai donc posé la question, en tant que personne censée dire « Mais vous savez bien que tout l'objectif de cette technologie est de remplacer les gens, sinon les gains de productivité ne sont pas là. » Et l'argument inverse était que de nouveaux emplois seraient créés grâce à l'industrie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'un panel de 5 experts de premier plan ait été aussi honnête face aux défis que j'avais soulevés. Et ils étaient disposés à en parler et ont dit que c'était aussi un vrai problème pour la société. Donc je pense que c'est là que la notion d'ouverture intervient. Mais pour revenir à votre remarque, je pense que le principal facteur déclencheur ici, c'est la planification à long terme et non les cycles politiques à court terme. Je connais un réseau ferroviaire en cours de construction vers l'Asie centrale. Certaines sections sont déjà terminées, reliant des villes importantes, mais c'est un projet sur 15 ans, et la dernière partie est en train d'être réalisée. C'est donc un projet à long terme, avec des investissements considérables, mobilisant l'ensemble du pays et s'intégrant également aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais puis-je ajouter un dernier point? Il y a aussi une forte attention portée à l'éducation comme moyen de créer une nouvelle catégorie de personnes. Et vous savez, beaucoup des nouvelles entreprises d'IA en Chine, de nombreuses startups et leurs fondateurs n'ont pas été formés aux États-Unis. Ils ont tous été formés en Chine. Les dépenses éducatives de la Chine, en particulier dans l'enseignement supérieur, ont augmenté de manière spectaculaire dans les années 1990. Et c'est là l'une des divergences, si l'on veut, entre l'Inde et la Chine, en raison de notre négligence historique de l'enseignement primaire et secondaire. Dans les années 1990, lorsque les dépenses éducatives ont commencé à croître, nous avons dû rattraper beaucoup de retard au niveau primaire et secondaire. Ainsi, les dépenses dans l'enseignement supérieur ont en quelque sorte stagné. En matière de recherche et développement et d'enseignement supérieur, à l'époque où la Chine dépensait beaucoup, dans les années 1990 et au début des années 2000, l'Inde avait stagné. Il y a d'ailleurs d'autres raisons à cela. La forte fiscalité sur les services et l'industrie manufacturière, par exemple. L'industrie manufacturière tend à favoriser une plus grande diffusion de la R&D, contrairement au secteur des services, concentré et regroupé que nous avions en Inde, et qui offrait très peu de demandes ou d'incitation à étendre l'enseignement supérieur au-delà de ce que le secteur public avait déjà garanti pour lui, en tant que classe instruite captive et fortement subventionnée. Je suis curieux d'avoir ton avis sur le secteur public en Chine, compte tenu de ce que tu as dit à propos de la capacité de l'État. Et il est important de préciser à nos spectateurs que si l'on regarde le déficit budgétaire en Chine, il est très limité. En fait, ça ressemble à un État néoclassique typique. C'est du côté extra-budgétaire, au sein des gouvernements locaux, que l'on observe vraiment ce phénomène. Et la capacité à générer beaucoup de crédits, comme tu l'as mentionné,
est liée à la présence massive du secteur public. Il existe bien sûr un long débat, fortement encouragé par des études de type FMI, sur le besoin urgent de privatiser, mais du côté chinois également, ils ont eux-mêmes entrepris une certaine privatisation à la fin des années 1990. Cela s'est ensuite progressivement atténué. J'ai trouvé la discussion dans votre livre un peu insuffisante. Je veux dire, je sais qu'elle n'allait pas très loin sur ce point. Mais étant donné que vous avez écrit sur l'état durable, je pense qu'une grande partie de cette dette publique est absorbée par le secteur public. Et si d'un côté, vous considérez que la responsabilité de l'État a été très importante, et que de l'autre, vous commencez à critiquer le secteur public pour avoir contracté de la dette, je pense que cela révèle un manque de compréhension. Le secteur public accumule de la dette pour remplir certaines fonctions redistributives à un moment où la Chine est devenue si inégalitaire. Pourtant, des partisans interviennent et disent « Regardez, la dette du secteur public des entreprises est un problème et compte tenu des questions de corruption et d'inefficacité, il faut la privatiser. » Je pense que c'est quelque chose de très dangereux. Maintenant, je dois préciser qu'en tant que personne de gauche, je ne fais pas partie de ceux qui affirment que le secteur public est entièrement bon et que le secteur privé est mauvais. La Chine est l'exemple parfait, montrant que ce type de raisonnement est erroné. Mais je crois aussi fermement que la présence stratégique du secteur public, que ce soit dans la sphère productive ou dans des domaines comme la santé et l'éducation, est extrêmement importante pour maintenir cet équilibre. Sinon, l'État s'effondrerait ou serait dévoré par le secteur privé. Je suis donc curieux de savoir si vous pourriez développer davantage vos réflexions sur la présence du secteur public en Chine, les entreprises d'État et les secteurs hybrides. Oui, le livre fait référence, comme vous le savez, à l'une des faiblesses auxquelles le gouvernement est actuellement confronté sur le plan économique. Les entreprises publiques et la question de la dette des entreprises, n'est-ce pas? Ce n'est pas la dette des ménages, c'est la dette des entreprises. Et comment la Chine pourrait-elle gérer cela? Je ne peux pas affirmer, et je ne pense pas que beaucoup de gens le sachent pour être honnête, les détails de la manière dont la structure de la dette chinoise, au niveau du gouvernement central et provincial, est gérée. Mais je pense que c'est, comme vous l'avez dit, problématique s'ils ne s'en occupent pas. Je crois que cela représente environ 60 ou 61% du PIB, quelque chose comme ça. Donc c'est assez élevé. Vous pourrez probablement me corriger sur le fait que ce niveau soit acceptable ou en réalité assez élevé. Je pense que votre question porte sur la manière dont ils vont gérer cela, ou sur le fait que cela fasse partie d'un mécanisme où le centre et les provinces assument essentiellement cette dette afin de faciliter la construction des infrastructures nécessaires. Je n'ai pas la réponse quant à la façon dont cela va se dérouler. Ce que je sais, d'après mes échanges avec certains économistes chinois et mes propres observations sur le terrain, c'est que c'est pas perçu comme un problème grave. C'est considéré comme quelque chose qu'ils peuvent gérer et que, avec le temps, la source de la dette, les dépenses, etc., se remboursera en quelque sorte sur le plan économique. Et c'est là que je pense que la planification à long terme chinoise, cette vision à long terme consistant à supporter certaines difficultés dans certains domaines sur une période donnée, est très différente, car le calcul politique ne se fait pas sur 4 ou 5 ans. Dans le système américain, tout le monde repousse simplement les problèmes d'année en année. Les économistes chinois à qui j'ai parlé m'ont dit que la situation n'était pas assez grave pour qu'ils estiment nécessaire de sortir la grosse artillerie en matière de mécanismes politiques pour y faire face. Et je suis en réalité aussi curieux que vous de voir comment cela va évoluer et où auront lieu les prochains ajustements.
Mais d'après ce que j'observe sur le terrain, les dépenses sont toujours là. Et vous savez, il y a une très bonne description de la façon dont cela fonctionne par mon bon ami Edward Tse, qui était auparavant président du BCG, mais dirige maintenant son propre cabinet de conseil en Chine. Il parle du mécanisme entre l'État et les provinces en termes d'exécution et de répartition, ce que fait l'État, ce que la province doit faire, et comment l'entreprise privée fonctionne également au niveau provincial. Donc, ce n'est pas entièrement descendant, c'est délégué. L'État et les provinces contractent certaines dettes, mais celles-ci sont liées à leur propre politique budgétaire et monétaire au niveau provincial. Je ne suis pas sûr que cela réponde à votre question. Je pense que la structure de la dette est très importante lorsqu'on parle de la dette en Chine. Il est important de noter que la dette des ménages n'est pas vraiment un problème. Bien sûr, il y a une raison à cela. En raison de la libéralisation financière, certains segments de la population détiennent de la dette d'entreprise. Et la dette des entreprises a globalement augmenté. Une grande partie de celle-ci est encore une fois de la dette du secteur public. Ce qui, je crois, était mon point principal. Cela mérite d'être nuancé, car lorsque les gens font tout un tapage à propos de la dette des entreprises, et qu'une grande partie de cette dette concerne des entreprises publiques, l'étape suivante qu'ils suggèrent est la privatisation, en arguant que ces entreprises sont inefficaces, et ainsi de suite. Mais c'est une illusion, à mon avis. Cela ne veut pas dire que les secteurs stratégiques ne peuvent pas être privatisés, mais parler de privatisation à niveau global est une voie dangereuse à emprunter. Au-delà de cela, on peut certainement discuter de la dette de certains gouvernements locaux, dans quelle mesure elle est soutenable, car une grande partie de la dette publique est liée aux actifs des gouvernements locaux, qui sont finalement devenus des passifs lorsque les prix de l'immobilier ont baissé. Et bien sûr, ils possèdent des terrains, ce qui leur confère une certaine stabilité, leur permettant de financer beaucoup plus de dettes que les gouvernements locaux, disons en Inde, qui ne possèdent ni terrain ni actifs. Je constate que certains de ces niveaux insoutenables ont été atteints parmi certains gouvernements locaux plus pauvres. Mais tout ce que je voulais dire ici, c'est que dans certaines parties de votre livre, j'ai trouvé une répétition non critique de l'expression « dette insoutenable », associée à cette idée d'un besoin de privatisation stratégique. Et c'est cela que je voulais signaler. C'est un point juste. Je pense que vous comprendrez qu'il s'agit là d'une exploration, peut-être un livre que quelqu'un d'autre écrira. Mais le livre, comme vous le savez, n'avait pas pour but d'offrir une analyse approfondie des domaines qu'il abordait. J'accepte donc l'observation selon laquelle le sujet n'a pas été traité en détail, mais ce n'était pas l'objectif du livre en soi. Il s'agissait de donner aux gens une vue d'ensemble de l'économie, du système gouvernemental, du fonctionnement du tissu culturel et de tout cela. Oui. Ma dernière question pour vous. Je sais que vous faites cela depuis 1 heure et je veux respecter votre temps. Mais simplement pour conclure le livre. Et je pense que sans cela, il ne serait pas complet. Je veux vous poser une question sur la politique étrangère chinoise. Il y a beaucoup de propagande à ce sujet, qu'elle est expansionniste, qu'elle est irresponsable, que l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine est un piège de la dette. Tout cela n'est que pure absurdité. J'ai trouvé l'un de ces chapitres. Je ne me souviens plus exactement si c'était le chapitre 5 ou 6, mais il commence en disant « Posons-nous cette question ». Qu'a fait la Chine au reste du monde? Je sais que vous avez un chapitre distinct sur la politique étrangère, où vous abordez l'Afrique, l'Amérique latine, l'Inde, et ainsi de suite. Je recommanderais à nos spectateurs de regarder de près la section sur l'Afrique. Elle m'a particulièrement intéressé. Mais si vous le pouvez,
Pour conclure, dites-nous brièvement ce que la Chine a fait au reste du monde, ou, en d'autres termes, ce que l'ascension de la Chine a signifié pour le reste du monde, et comment il faut comprendre la politique étrangère chinoise en dehors du cadre conventionnel des récits médiatiques et universitaires occidentaux. Non, c'est une bonne question que vous posez, parce que je pense que le chapitre auquel vous faites référence est celui où je parle de l'impact de la Chine sur le monde, qu'il s'agisse ou non d'une force positive. Oui, je crois que l'idée principale était d'amener les gens à examiner les faits, et comme je l'ai dit dans le livre, à tirer leurs propres conclusions. Les choses ont commencé à évoluer, mais si l'on remonte 4 ou 5 ans en arrière, voire un peu plus, la propagande des grands médias occidentaux, je sais que le mot propagande semble chargé, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. La BBC, CNN, tout cela, c'est de la propagande. Et si vous êtes assez malin, vous pouvez faire le tri et dire, d'accord, cette partie est factuelle, et cette partie n'est qu'une affirmation selon laquelle les Chinois allaient tout envahir. Et vous savez, en tant qu'Asiatique du Sud-Est, je me souviens de la guerre du Vietnam quand j'étais très jeune, et de la peur que nous avions à cause de la BBC, de la Voix de l'Amérique et de tout cela, que la guerre du Vietnam visait à empêcher les Chinois de prendre le contrôle du reste de l'Asie du Sud-Est, la théorie des dominos, etc. Et nous y croyions tous, parce que nous n'avions pas nos propres livres, et que nous ne comprenions pas grand-chose. Après tout, nous avions été sous domination britannique pendant si longtemps. S'ils disaient que c'était vrai, alors c'était vrai. Donc vous savez, il y a 10 ans encore, pour beaucoup d'entre nous, la propagande disait que les Chinois allaient tout envahir. Aujourd'hui, je pense qu'aucune guerre n'a eu lieu en Asie du Sud-Est à cause d'une intervention chinoise. C'est un fait bien connu que la Chine n'a pas largué de bombes ni tiré un seul coup de feu. Enfin, vous voyez, n'a pas largué de bombes sur un autre pays depuis plus de 70 ans. Je crois que son dernier conflit remonte à la guerre avec le Vietnam. Et même là, on peut débattre pour savoir si les Chinois avaient raison ou tort. Mais, vous savez, des livres ont été écrits à ce sujet. La question maintenant concerne donc la puissance économique de la Chine. Je veux dire, on parle beaucoup de la mer de Chine méridionale, mais aucune guerre n'a été menée. Beaucoup de propagande affirme que les Chinois vont s'emparer de ceci ou de cela, mais cela ne s'est pas produit. Je pense que le seul pays où il subsiste encore une certaine tension, c'est les Philippines. Mais l'ancien président Duterte était très pro-chinois, plus équilibré. Et l'actuel Marcos est bien plus pro-américain. Donc c'est assez direct, mais il ne s'est vraiment rien passé. Mon point de vue est que, et vous savez, je fais un peu de conseil pour le ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine doit être très prudente quant aux impacts économiques qu'elle a sur d'autres pays en raison de sa taille et de sa puissance considérable. Cela créera des déséquilibres dans d'autres pays et des tensions politiques qui pourront être exploitées, et ainsi de suite. Elle doit avancer avec beaucoup de précautions. J'ai dit la même chose à propos de l'activité économique chinoise en Afrique, tant le long de la côte Est en ce qui concerne les ressources marines que sur la terre ferme. Mais ce qui devrait être clair, je l'espère, et c'est ce que nous essayons de faire comprendre aux gens, c'est que lorsqu'une entreprise chinoise fait quelque chose, sur quoi nous pouvons tous nous accorder pour dire que ce n'est pas bien, disons une société minière qui s'installe en Irian Jaya ou ailleurs, cela est perçu comme des méchants communistes chinois qui viennent faire ces choses. Alors que si Rio Tinto faisait cela, et ils l'ont fait, dans cette région d'Indonésie, etc., on y verrait Rio Tinto, la mauvaise multinationale, et non le gouvernement australien. Et nous avons vu des entreprises américaines comme Freeport en Indonésie et tout cela.
Ce sont des entreprises et elles peuvent être de bons ou de mauvais acteurs, ou même simplement avoir des accidents. C'est donc quelque chose que le livre essaie de faire comprendre aux gens. Ce que le livre essaie de dire, c'est qu'il y a plus de points communs dans la politique étrangère de la Chine que dans celle de nombreux autres pays. Mais là où ça devient problématique, c'est dans la tension avec les États-Unis en particulier. Et là, vous savez, un regard objectif ferait comprendre à tout le monde que, surtout avec les événements de ces dernières années, les États-Unis sont, hélas, on pourrait dire, un État belliciste, malheureusement. Le complexe militaro-industriel, ce n'est pas un argument de gauche, c'est une industrie colossale. Et si vous vendez des glaces, vous voulez des journées chaudes. Si vous vendez des armes, vous avez besoin de guerre. C'est simplement une question de modèle économique. Donc mon point de vue sur la Chine est qu'elle constitue une force pour le bien. Je pense qu'il est très clair que cela comporte des risques en raison de son ampleur, mais le fait qu'il ait fait preuve de retenue, malgré tant de provocations au cours des 10 dernières années, devrait montrer au monde qu'il ne veut pas la guerre. Vous m'avez demandé quelle est la raison du succès économique de la Chine. Et je pense qu'une partie de la réponse réside dans le fait qu'elle s'est tenue à l'écart des expéditions militaires lointaines ou des guerres provoquées par la provocation. Pendant ce temps, l'Occident, et en particulier les États-Unis, a gaspillé des ressources et semé le chaos dans différentes régions du monde. Les Chinois, au contraire, comprennent la valeur de la paix. Je pense donc que c'est une force positive, et bien sûr, le plus grand marché de consommation du monde. C'est une bonne chose pour le monde si l'on croit au modèle économique fondé sur la consommation, ce en quoi je ne crois pas nécessairement. C'est une source essentielle d'aide au développement. Cela facilite le commerce. C'est devenu le principal partenaire commercial de nombreux petits pays, et cela a été fait délibérément. Cela fournit du capital aux pays en développement, et grâce à l'initiative « Une ceinture, une route », cela a permis à des infrastructures d'atteindre de nombreux endroits. Dans un récent podcast que nous avons consacré à « Une ceinture, une route », nous avons reçu un économiste pakistanais qui a décrit l'impact des investissements chinois d'une manière que même des personnes comme moi n'avaient jamais comprise, que ce soit dans le domaine de l'énergie, du rail, etc., et dont la plupart du monde n'a jamais entendu parler, car cela n'entre jamais dans les médias grand public. Et je pense qu'en ce moment, en termes d'impact sur le monde, pas seulement sur la politique étrangère, cela est devenu un moteur de recherche technique et scientifique à l'échelle mondiale. Vous le savez aussi bien que moi. Donc je pense que c'est là l'idée de politique étrangère, la politique étrangère de la Chine. D'après ce que je comprends et ce que j'observe, c'est une force positive, pacifique, mais elle doit être extrêmement prudente, car sa taille peut conduire à des excès et à des conséquences involontaires. C'est ainsi que je perçois sa politique étrangère. Elle a fait preuve d'une grande retenue, et elle est aussi extrêmement habile. Quand on regarde les guerres tarifaires et la géopolitique qui en ont découlé, je pense que la plupart des experts américains ont conclu que la Chine avait gagné. Mais la Chine ne se met pas, vous savez, à applaudir et à célébrer. Elle est pleinement consciente qu'il reste encore de nombreux défis à relever, non pas à cause des États-Unis, mais en raison de sa propre prochaine phase de développement. Et après, comme vous le savez, certains secteurs de l'économie ralentissent, comme nous l'avons évoqué à propos de la dette. Ainsi, à bien des égards, la Chine ressemble à n'importe quel autre pays. C'est un grand pays. Le livre souligne qu'elle a plus de points communs avec d'autres pays, et avec l'Occident en particulier, que ce que l'on imagine souvent. Et comme je le dis dans le livre, la Chine traverse la rivière en tâtant les pierres. Tout cela est nouveau pour elle. Voilà donc ma vision de la Chine.
Un dernier point que j'aimerais aborder concerne la politique étrangère chinoise. Il existe cette idée tellement naïve et qu'on ne peut pas vraiment expliquer, selon laquelle les Chinois chercheraient à faire en sorte que tous les autres pays leur ressemblent, qu'il existerait un modèle chinois. Eh bien, si telle est l'intention, alors le modèle chinois a fonctionné pour son peuple. Donc, si d'autres veulent le copier, qu'ils le fassent. Mais comme un diplomate chinois me l'a dit un jour, si notre modèle est si bon, pourquoi voudrions-nous le donner aux autres? Nous voulons le garder pour nous, non? Mais si d'autres veulent le copier, très bien. Je pense que c'est encore une fois la vieille propagande à l'ancienne, qu'ils sont communistes, sans regarder les résultats. Vous savez, les résultats de la Banque mondiale, 800 millions de personnes sorties de la pauvreté. Mais parce qu'ils sont communistes, quels que soient leurs résultats, on les qualifie de communistes. Tout ce qu'ils ont accompli doit être ignoré car ils seraient censés être sur le point de dominer le monde. Les preuves sont très claires. Les Chinois ne sont pas sur le point de prendre le contrôle du monde. Mais ils seront une force avec laquelle il faudra compter. Et je dirais qu'un aspect de la politique étrangère chinoise et de la configuration de la géopolitique, sur laquelle je devrais conclure, c'est que nous devons tous reconnaître que c'est la première fois depuis environ 400 ans que le monde occidental doit faire face à une civilisation non caucasienne. Et je ressens la douleur de mes frères et sœurs occidentaux, mais ce n'est pas une excuse pour diaboliser un autre grand pays. Et puisque vous êtes indien, Mudiyar Jyotishman, je dirais ce que j'ai dit à mes amis indiens. Soyez prudents, vous pourriez être les prochains. Une fois que vous aurez mis de l'ordre dans vos affaires, l'attention se portera sur vous. Je pense donc que le monde occidental, en matière de politique étrangère, a besoin de dirigeants sages. Et cela fait longtemps qu'il n'en a pas eu. Sages au sens de comprendre que l'ancien monde est révolu et qu'il faudra vivre avec les autres. Et ces autres incluent des nations dotées de milliers d'années de civilisation. Nous espérons donc que l'Occident produira de bons dirigeants capables de s'adapter à ce nouveau monde. C'était très bien dit. J'avais des tas de questions de suivi et d'autres remarques, mais je ne vais en poser aucune car nous avons déjà parlé trop longtemps. Et c'est aussi important. Laissez la porte ouverte pour vous inviter à revenir une fois de plus. Mais un dernier commentaire sur le modèle chinois. Une chose intéressante que j'ai observée, c'est que comme vous le savez, et comme la plupart des gens le savent, les Chinois sont extrêmement intelligents et très bien informés sur la plupart des sujets. Mais il y a une question qui les rend très nerveux. Quand on leur demande « Que pouvons-nous apprendre de vous ?» et « Que pouvons-nous vous emprunter ?» Parce que moi, en tant qu'Indien, voyant que beaucoup de choses sont encore sous-développées par rapport à la Chine, je demande souvent à mes amis chinois « Que pensez-vous que nous pourrions faire de ce que vous avez bien réussi ?» Et c'est une question qui les rend presque tous extrêmement nerveux. Ils sont presque comme, enfin, pas littéralement, mais ils réagissent en disant « Nous ne savons pas ». J'exagère un peu, mais c'est pour replacer cela dans le contexte de votre remarque, selon laquelle la Chine n'exporte pas agressivement son modèle. En fait, je dirais qu'ils sont à l'extrême opposé de cela. Nous serions probablement mieux lotis s'ils avaient exporté certains de leurs modèles. Mais, vous savez, si je peux répondre, cela vient aussi de l'humilité. C'est une forme d'humilité culturelle. Comment pourrions-nous dire à un Indien ou à un Malaisien ce qu'ils devraient apprendre de nous? Et cela surprend, vous savez, des gens comme vous et moi, parce que nous avons l'habitude que des politiciens occidentaux nous expliquent comment préparer le masala chai, n'est-ce pas? Donc nous sommes surpris, mais cela vient de là. Cela vient aussi du fait que les Chinois, j'ai constaté,
et c'est un fait, lorsqu'il se développait dans les années 80, le président avait un conseil de conseillers internationaux. Je crois qu'il s'appelait le Conseil d'experts pour l'environnement et le développement. Certains des esprits les plus brillants du monde rencontraient le président chinois chaque année. Et cela continue. Ils étaient très ouverts à l'idée d'apprendre des autres, partant du principe qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre eux-mêmes, mais ils étaient aussi heureux que d'autres suivent leur exemple. Mais je suis d'accord avec vous. Je dirais aussi que très peu de Chinois vous diront « Vous devriez faire ceci » ou « Vous devriez faire cela », à l'exception des commentateurs télé les plus arrogants, parmi lesquels on trouve quelques nationalistes et chauvins, comme dans tout autre pays. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps. C'était une conversation fascinante et je recommanderais vivement, très vivement, à tous nos téléspectateurs de jeter un œil au livre « Comprendre la Chine ». Merci beaucoup. Soit merci à toi, Ethan Maraghi. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous sentez pas mal. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.